cryptographie asymétrique repose sur des problèmes mathématiques complexes à sens unique. Le risque quantique, ok, l'impact c'est sûr, il sera très grave. La probabilité d'occurrence, on ne sait pas. Dès lors qu'on utilise Google Chrome et qu'on va sur un site qui utilise le CDN de Cloudflare, on fait du post-quantique. Quand on est attaqué, au début on est victime, et très rapidement, on passe au statut coupable. Il y a très peu d'entreprises qui savent qu'on peut collecter de l'information chiffrée dès maintenant et la casser plus tard. Participer à un principe de segmentation et de contrôle de l'exposition des données permet de limiter l'impact quand il y a une compromission d'utilisateur. Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Risque Intel Média ce soir en partenariat avec Forcepoint. On va parler d'un sujet d'actualité, vous en avez beaucoup parlé justement sur les réseaux sociaux, aujourd'hui on la porte sur l'émission. Quelle protection des données à l'ère de la cryptographie post-quantique? Avec nous on a 5 experts qui vont justement débattre, échanger, répondre à vos questions mais également répondre aux miennes. Mais dans un premier temps on va les laisser se présenter, je vais donner la main à Nicolas. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Combaret, je dirige Forcepoint France. Et historiquement, dans ma carrière, j'ai une double expérience, si on résume, entre des expériences dans le monde de la cyber et des expériences dans le monde de la sauvegarde. Et donc, ce qui rejoint ces deux mondes, finalement, c'est la protection de la donnée dans les deux cas. Merci. Ziad. Bonjour à tous, donc Ziad Chalan, directeur au sein du cabinet Deloitte. J'ai à peu près une douzaine d'années d'expérience en cybersécurité. J'ai animé pendant 2 ans un écosystème de partenaires technologiques, dont mes voisins à droite et à gauche de Forcepoint, pour entre autres parler de la sécurisation des données. Christian. Bonjour à tous, je m'appelle Christian Guillon, donc je suis responsable avant-vente pour Forcepoint sur France, Benelux et Israël. Je suis ingénieur de formation, passionné de sécurité et Forcepoint est un acteur vraiment spécialisé dans la sécurité des données. Et Vasco. Bonjour à tous, Vasco Gomez, je suis le CTO des produits de cybersécurité Eviden, membre du groupe Atos. Et on développe et fabrique des solutions de sécurité, surtout dans la protection de la donnée, la gestion des identités, le chiffrement. Et je suis dans la cyber depuis 24 ans maintenant, donc on en a vu sur les données. Merci. Et puis Renaud. Bonjour à tous, Renaud Lifschitz, directeur scientifique de la société Lyséum, qui est un pure player de cybersécurité. Et pour ma part, j'ai commencé le quantique il y a 10 ans, faisant une des premières démonstrations de calcul sur une puce optoélectronique de Bristol. Et j'ai fait pas mal de recherches et de publications sur le sujet de vulgarisation. C'est magnifique parce que vous avez tous de la pertinence sur cette thématique et c'est pour ça qu'on vous a également invité. Donc comme tu disais Christian, nous aussi on est des grands passionnés de la sécurité, c'est pour ça d'ailleurs qu'on rassemble des experts. Forcément, je ne peux pas commencer cette thématique sans parler de ce qui s'est passé récemment. D'ailleurs, Renaud t'en a parlé également sur les réseaux sociaux. Donc la presse a rapporté le mois dernier que des chercheurs chinois de l'université de Shanghai avaient fait une percée spectaculaire dans le déchiffrement quantique en s'attaquant à une clé RSA. Alors je précise, de 22 bits en utilisant l'ordinateur quantique D-Wave Advantage. Alors, cette percée, est-ce qu'elle a vraiment été si spectaculaire qu'ont voulu le montrer les médias? Parce que, si je comprends bien, et vous allez me dire si j'ai raison ou pas, les clés qui sont utilisées habituellement sont en général de 2048 bits ou plus, ce qui n'est pas finalement celle qui a été utilisée. Donc, déjà, est-ce que cette percée est une percée qui est vraiment spectaculaire? Alors, ce qui est intéressant, parce qu'il y a un débat surtout sur la longueur des clés qui ont été cassées, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la montée en puissance. Est-ce qu'on se rapproche ou pas de cet ordinateur quantique qui va pouvoir casser nos clés? En fait, cet article est ressorti récemment, mais c'est un article qui date de mai 2024, je crois, et qui a déjà été analysé. En fait, il utilise une technologie et un algorithme qui ne sont pas dangereux sur le long terme. Ce n'est pas scalable. Lorsqu'on allonge les clés, la complexité pour factoriser de cet algorithme est de même ordre de grandeur que les meilleurs algos binaires sur un ordinateur classique. Là où le danger va venir, c'est l'algorithme de Peter Shor, un autre algo, sur un autre type d'ordinateur quantique, à porte logique, à porte quantique. Et c'est là que la menace se pose en termes de scalabilité, parce que cet algo, lui, a une complexité qui monte de manière polynomiale et pas exponentielle lorsqu'on allonge les clés.
Donc dès qu'on a une clé qui est assez longue, qui est cassée par un algo de ce type d'ordinateur, tout le reste va venir en cascade. Doubler les clés ne suffira pas. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça le débat. Et surtout, un ordinateur quantique à base de portes quantiques, le Gate-Based Quantum Computer, le record à l'heure actuelle, c'est d'avoir factorisé 35 égale 5 x 7, c'est-à-dire 6 bits. Renaud ? Oui, tout à fait. Je rejoins ce que Vasco a dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'approche n'est pas du tout nouvelle. C'est une approche qui est connue depuis plus de 10 ans. Moi-même, j'avais fait des essais avec ce type d'algorithme en 2014 et j'avais atteint déjà les 21 bits. Donc là, il y a eu 1 bit de gagné en l'espace de 10 ans, ce qui n'est pas exceptionnel. Et comme disait Vasco, effectivement, non seulement l'approche n'est pas nouvelle, mais en plus, elle est pas bonne. Elle ne monte pas rapidement en termes de complexité. On est sur quelque chose de quadratique et donc c'est pas du tout efficace. On sait que c'est condamné à pas donner de bons résultats. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordinateur de D-Wave, du canadien D-Wave, c'est un ordinateur non universel au niveau quantique, c'est-à-dire qu'il est adapté seulement à traiter que certains problèmes. C'est une puce qu'on appelle adiabatique. Et ce type d'ordinateur n'est utile que pour minimiser par exemple, que des fonctions. Il ne traite pas tous les problèmes quantiques, mais il est capable d'optimiser des fonctions et de minimiser des fonctions. Et là, ce qui a été fait, c'est chercher en fait des produits de nombres dont le résultat s'approche au minimum de bits près du résultat d'une clé publique. Mais ce n'est pas parce qu'on a plein de produits qui sont bons, on va dire, à 1 bit près d'une clé publique, que ça nous aide à casser cette clé publique. On peut être aussi proche d'un résultat qu'on le veut, en minimisant en fait, le nombre de bits erronés par rapport à la clé publique qu'on essaye de casser. C'est pas parce qu'on essaye de minimiser ce nombre-là qu'on va s'approcher d'une solution. On est sur un problème qui est très discret, et là, en l'occurrence, on peut avoir 15 ou 20 solutions qui sont très proches de la bonne solution, ça nous donne absolument aucun indice sur la véritable solution et sur la façon de casser la clé, donc la clé privée derrière. À l'inverse donc des ordinateurs quantiques dits universels, qui sont basés sur des portes logiques, comme le disait Vasco, qui là sont capables de faire tourner des algorithmes bien plus efficaces, et notamment des algorithmes qu'on sait être performants pour monter et pour casser de la vraie cryptographie avec des tailles de clés réelles et sur des problèmes tout à fait actuels, en fait. Pour bien montrer, justement, pour bien illustrer ce problème de scalabilité dans l'allongement des clés, et où est le problème, et que ce n'est pas tellement le nombre de bits dans les clés, enfin, alors, au niveau de la performance et de la peur qu'on peut avoir de ce qui se passe. Parce qu'en fait, si on prend ce qu'on a fait de mieux en ordinateur binaire, je vais l'appeler comme ça, avec le meilleur algorithme qu'on ait de factorisation, GNFS, ce sont des chercheurs français en février 2020, c'est RSA 829 bits, donc 250 caractères, 250 chiffres en décimales, pardon, et avec 2700 années de cœur pour casser cette clé publique et retrouver les deux nombres premiers qui la composent. Donc la clé privée. Passer de cette complexité, la complexité de factoriser ce 829 bits en RSA 829, faire la même chose sur un RSA 1024, c'est x 10 puissance 57. Donc si tu as mis un jour ou une heure pour factoriser RSA 829 avec ce qu'on a là à l'heure actuelle en HPC, en supercalculateur, il faut 10 puissance 57 fois plus de temps pour le 1024. Une fois qu'on a Shor sur des ordinateurs quantiques et qu'on a réussi, on n'est pas prêt de le faire, mais qu'on a réussi à casser cette clé 829, passer à la 1024, c'est x2. S'il l'a fait en 1 heure, l'autre l'a fait en 2 heures. C'est ça la différence, c'est ça le problème de scalabilité. Il y a aussi souvent une méprise aussi sur le nombre de qubits des ordinateurs, parce que justement, ça va dépendre du type d'ordinateur qu'on considère. D-Wave, marketingment parlant, ils ont beaucoup de qubits, mais en fait, comme ce n'est pas un ordinateur quantique dit universel, ils ne peuvent pas faire tourner des algorithmes puissants de type cassage de clés publiques. Ils ne sont optimisés, comme je le disais, que pour chercher des minimums de fonctions et de paramètres. Donc c'est utilisé dans l'industrie, par exemple, pour faire de l'optimisation aéronautique, ce genre de problème. Chercher le plus court chemin dans un graphe, voilà, des problèmes vraiment d'optimisation numérique et pas du tout des problèmes discrets liés à la cryptographie symétrique ou asymétrique.
Ils ont beaucoup de qubits, mais ils ne peuvent pas faire tourner beaucoup d'algorithmes, juste des algorithmes d'optimisation, à l'inverse des puces quantiques universelles de type que celle IBM, par exemple, développe, qui sont autour de 50 ou 100 qubits, à l'inverse de D-Wave, qui est autour de 2000 qubits, qui, eux, font tourner de vrais algorithmes et sont susceptibles, du coup, de provoquer des découvertes majeures. Et alors, on a Gérard qui dit « J'aime bien le terme algorithme résistant plutôt que post-quantique qui est un peu ambigu. Messipa qui dit bonjour à tous, ce qui est intéressant c'est le prix que ça a coûté, quelques milliers d'euros, 2000 de mémoire, ce qui met la technologie à la portée de n'importe quelle entreprise. Maintenant qu'on a expliqué un petit peu en quoi finalement cette actualité n'était pas si grande et si flagrante qu'on l'imaginait ou qu'en tout cas ce qu'ont pu relayer les médias, est-ce qu'on peut expliquer concrètement c'est quoi le danger derrière? Pourquoi finalement ça a inquiété? Quelle est la conséquence ou l'impact direct de l'arrivée du quantique, par exemple, s'il arrivait demain? On parlait tout à l'heure de factorisation. Donc en fait, la cryptographie asymétrique repose sur des problèmes mathématiques complexes à sens unique. On l'appelle à sens unique, c'est facile à faire dans un sens et très difficile à faire dans l'autre. Donc par exemple, si je vous donne 31 fois 29 et que je vous demande de le faire, vous prenez une calculatrice, vous trouvez très vite 899, si je ne me trompe pas. Mais si je vous donne à l'inverse, ce 899, pour retrouver le 31 et le 29, si vous ne les connaissez pas, ça va être très très long. Donc c'est pour ça qu'on parle tout à l'heure de factorisation. La factorisation est donc l'opération inverse de retrouver les deux nombres. Et dans la cryptographie asymétrique, l'analogie, c'est, je vais faire un raccourci, mais le 899, c'est la clé publique que tu communiques à tout le monde, que tu as calculée à partir de ta clé privée. Et donc, parce que c'est compliqué de retrouver la clé privée, si tu la gardes bien secrète, personne ne pourra te la récupérer. Et on parle de clés à 2048 bits, là, 899, je vous ai dit qu'on a 829 bits et 250 chiffres. Et donc, si on réussit, la clé publique est connue par tout le monde. Puisque c'est ce qui va permettre de vérifier ta signature ou ce qui va permettre de chiffrer un document quand je te l'envoie. Et donc toi, ta clé privée, tu la gardes bien secrète. Donc si, à partir de la clé privée que tout le monde connaît, je peux calculer la clé publique, que tout le monde connaît, je réussis à calculer la clé publique, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si moi je connais ta clé publique, je recalcule ta clé privée et je signe un document à ta place. Donc je fais une vraie signature sur un faux document qui est recevable juridiquement. Donc demain, si c'était demain magiquement, parce que si on n'a pas eu le temps de se préparer, si on n'a pas eu le temps de changer, demain, c'est recevable juridiquement, j'ai re-signé un document à ta place. Ça peut être un contrat, ça peut être une assurance, ça peut être n'importe quoi. Et ça, c'est aussi utilisé, et je vais revenir sur la partie chiffrement, protection des données, mais ça, c'est aussi utilisé pour l'authentification de tout ce qui est non humain. Les machines, les objets, les applications, des démons, software, etc. Ensuite, il y a la partie confidentialité, donc chiffrement, où là, on utilise un autre type d'algo pour chiffrer les données, chiffrement symétrique, AES surtout. Mais les clés, c'est la même clé qui est utilisée pour chiffrer et déchiffrer. Donc cette clé, on se l'échange en la protégeant en asymétrique. Donc on encapsule la clé. Donc en principe, si j'ai aussi dérivé ta clé privée, quand tu chiffres, je suis capable d'intercepter cette clé qui a été échangée de manière chiffrée, et le déchiffrer, récupérer la clé et déchiffrer les données que tu as échangées. Donc ça, c'est un problème sur les données en transit, en communication réseau, web, PC cloud. C'est aussi un problème en stockage et sauvegarde, parce qu'elles sont souvent chiffrées. Et surtout, on a éduqué pendant très longtemps, et c'était, je ne dis pas que c'est bon ou pas bon, je l'ai fait aussi, on a souvent dit, pour décommissionner une machine, si elle est chiffrée et que tu es toi seul, tu effaces, tu détruis de manière définitive ta clé privée, tu peux considérer que virtuellement, elle a été effacée. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on a un ordinateur quantique et que j'ai réussi à avoir une copie de la clé publique qui protégeait, dont la clé privée protégeait la clé qui permettait de déchiffrer les données. C'est un peu tout ça qui se pose comme problématique. Pour apporter un complément, je pense qu'il faut dire aujourd'hui, la plupart des cryptographies qu'on utilise pour les usages courants ou professionnels, en fait, sont des cryptographies hybrides. On utilise à la fois du chiffrement symétrique et de la cryptographie asymétrique. Donc toucher à l'un ou à l'autre a un impact important. Et notamment, à chaque fois qu'on se rend sur un site web, maintenant il y a un petit cadenas, il y a le HTTPS qui veut dire que l'échange est sécurisé et chiffré. Et en fait, ça met en œuvre 3 mécanismes de sécurité, qui est déjà de vérifier l'authenticité du site sur lequel on se rend. Et donc, il y a ce premier risque, c'est d'arriver à se connecter sur un site qui n'est pas celui qu'on penserait être le bon. Et ça pose un problème si on saisit des informations sensibles ou confidentielles, de type login, mot de passe ou des informations métiers.
Mais il y a aussi le risque si on attaque la cryptographie asymétrique, de casser l'échange de clés, puisqu'après la vérification d'authenticité du site, il y a un échange de clés qui se met en œuvre de manière asymétrique. Et là, l'ordinateur quantique, il a la capacité de retrouver la clé qui est issue de cet échange de clés, qui sert ensuite à chiffrer de manière symétrique l'information. C'est la troisième étape quand on se connecte à un site. Donc du coup, l'ordinateur quantique va avoir une menace à la fois en termes d'identité des sites. Il va pouvoir permettre à n'importe quel attaquant d'usurper l'identité d'un véritable site, et aussi à n'importe quel attaquant qui écouterait passivement le trafic réseau, du coup de reconstituer la clé qui lui permet ensuite derrière de déchiffrer l'intégralité des échanges. Donc ça, c'est au niveau informatique, mais sinon l'impact est majeur parce que notre carte bancaire, elle fonctionne sur des principes asymétriques. Et donc, il serait totalement possible, comme ça avait été montré dans les années 2000 avec les fameuses YesCard, de typiquement casser la clé publique d'une carte bancaire et ensuite de faire débiter le compte de n'importe qui, changer le numéro de compte et aller piocher l'argent sur un autre compte que le sien et re-signer la carte bancaire. Donc voilà un peu l'impact que ça aurait. Ça permettrait littéralement de déchiffrer tous les échanges sur Internet et de voler l'argent de qui on veut. Donc ça serait relativement dramatique. Tu as raison. Et ces principes sont aussi utilisés, c'est les mêmes principes sur tout ce qui est Secure Boot et Secure Update, donc sur nos téléphones, etc. Et pour la sécurité des identités des véhicules, donc V2X, tout est fait en l'identité, la validation de l'identité de tous ces objets entre les véhicules et les infrastructures sont faits en asymétrique. Alors justement, pour avancer un petit peu, je vais faire un petit jeu avec le public. Est-ce que vous voyez quel est le point commun entre les 4 marques qu'on voit arriver sur l'écran? Je vous laisse quelques instants. Je vous donne la réponse. Alors, tout stocker des mots de passe utilisateurs avec une cryptographie depuis longtemps obsolète. Donc, on peut voir les petites coupures de journaux magnifiques qui mettent en avant justement les conséquences que ça a pu avoir. Et donc, moi, la question que je me posais, c'était de savoir est-ce qu'il est vraiment trop tôt aujourd'hui ou est-ce que c'est d'ores et déjà le moment de commencer à se préoccuper des conséquences de l'arrivée des ordinateurs quantiques en cryptographie? Comment les organisations aujourd'hui, elles arrivent à se préparer, notamment au vu de la pratique du Harvest Now, Decrypt Later? Et puis, comment l'ANSSI, justement, recommande, parce que j'ai entendu parler de cette approche hybride, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Oui, alors, déjà, je pense qu'il n'est absolument pas trop tard ou trop tôt pour se pencher sur la question. Chez Deloitte, on a publié une étude qu'on publie de manière annuelle qui s'appelle Future of Cyber, qui partage toutes les tendances du marché en cybersécurité. Et dans le cadre de cette étude, il y avait un article sur la crypto quantique qui est assez intéressant, où, grosso modo, on a envoyé un questionnaire à 1200 C-level pour leur demander où est-ce qu'ils en sont sur leur stratégie de chiffrement post-quantique. Et ce qui est ressorti sur ces 1200 répondants, c'est qu'aujourd'hui, on a 50% de ces répondants qui disent avoir commencé une analyse de risque ou avoir identifié une stratégie pour répondre aux risques identifiés. Sur les 50% restants, on en a 20% qui aujourd'hui disent n'avoir rien fait. Et les 30% restants ont commencé soit un pilote, soit à déployer une solution à grande échelle. Donc ça démontre quand même qu'aujourd'hui, on a 80% des répondants qui ont commencé à travailler sur le sujet. Et vu les impacts qui ont été mentionnés, qui seraient dramatique, je pense que c'est la bonne façon de procéder. Et ça commence forcément par une analyse de risque. On est obligé de commencer par cette analyse de risque-là pour savoir si on va vouloir se prémunir ou non. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, un CISO, il a un budget limité qu'il doit dépenser sur l'année pour mener des projets de cybersécurité. Et ces projets-là, ils doivent répondre aux risques majeurs d'entreprise. Si la crypto quantique aujourd'hui ne répond pas à un risque majeur pour l'entreprise, il est évident qu'avec toutes les réglementations du NIS 2 qui arrive bientôt, le DORA qui arrive en janvier, le LPM, le NIS actuellement, PCI DSS, etc., en fait, ils ont tellement à faire, tellement de risques à adresser aujourd'hui qui doivent se poser la question, le risque quantique, ok, l'impact c'est sûr, il sera très grave, la probabilité d'occurrence, c'est pas tout de suite. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas, littéralement on ne sait pas, donc ça devient du conditionnel. Mais
du coup, il a une matrice de risque avec tous ces risques qui sont vraiment actuels, sur lesquels il a un budget qui est limité. De manière pragmatique, en fait, il faut dépenser sur les problématiques d'aujourd'hui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas adresser cette thématique-là, bien au contraire, et c'est pour ça qu'il faut commencer à faire ces analyses de risque, il faut commencer à se préparer, il faut commencer à identifier ces actifs critiques, les données sensibles qui sont hébergées sur ces actifs, ce qu'on veut protéger, et en fonction des différentes entreprises, en fait, on va avoir un traitement du risque qui est complètement différent. Une entreprise qui a des secrets à protéger, c'est pas la même chose qu'une entreprise qui en a pas, qui traite de données sensibles, mais qui potentiellement, dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu auras des ordinateurs quantiques, s'ils arrivent capables de casser les algorithmes en question, le Harvest Now and Decrypt Later sera moins important. C'est-à-dire que le fait de voler des données aujourd'hui et se dire on les déchiffrera plus tard, c'est le principe que je viens de mentionner, il ne sera pas aussi important sur des données qui sont potentiellement devenues obsolètes. Alors que des secrets industriels qui, eux, généralement sont là pour pas mal d'années, des secrets d'État, peu importe, des trucs qu'il faut vraiment protéger sur le long terme, bien sûr, il faudra... Les chiffres de l'enquête que tu cites, là, sont intéressants, je ne les avais pas. Tu penses que c'est des chiffres qui sont réalistes ou du fait qu'ils soient déclaratifs, ils sont plutôt optimistes? Parce que moi, intuitivement, en allant chez des clients et en ayant parfois fait ce genre d'enquête, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins que ça sur le terrain, en réalité, des gens qui sont préparés. Ouais, c'est très intéressant, je me suis posé cette question-là aussi. Alors, moi, je ne pense pas que ce soit déclaratif, je pense que c'est réel. Par contre, c'est une étude qui est mondiale. Et c'est là où, finalement, on va se rendre compte que sur les différents marchés qui existent aujourd'hui, en fait, la maturité n'est pas la même. Moi, mon ressenti sur la France, c'est que c'est essentiellement le secteur bancaire qui est bien préparé. Voilà, mais j'en ai rarement vu ailleurs. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est partagé. Et c'est le cas pour la plupart des sociétés du CAC 40 aujourd'hui qu'on accompagne. Et c'est vrai que, par contre, si on part aux États-Unis, on n'est pas du tout sur le même niveau de maturité, on n'est pas sur le même niveau d'adoption, on n'est pas... Et c'est comme ça, honnêtement, c'est comme ça sur tous les sujets tech, sur tous les sujets de cyber, de solutions qui sont, on va dire, nouvelles. On va avoir d'abord un déploiement aux États-Unis et ça arrivera en Europe un peu plus tard parce que, voilà, il y a d'autres... Un peu comme l'IA. Un peu comme l'IA, finalement. Oui, bien sûr, absolument, oui. Et alors, mais sans que ça soit uniquement du déclaratif, le fait même de poser la question peut influer un peu la réponse, avoir un impact sur la réponse, parce que ça amène aussi, et puis ça participe, moi je trouve ça intéressant, parce que ça participe aussi à la sensibilisation. Voilà, ça fait du coup, la sensibilisation, parce que les gens vont aller creuser les sujets, mais pourquoi il faut s'y préparer Pourquoi on pose la question c'est ça. Et tu disais, Ziad, qu'on ne sait pas quand est-ce que l'ordinateur quantique arrive. C'est clair, on ne le sait pas. On peut poser la question à 50 experts du quantique et on aura 50 réponses différentes. Du c'est dans 5 ans à je ne sais jamais. Par contre, on sait plusieurs choses et on en a parlé. On sait qu'il va y avoir une pression réglementaire et elle a commencé aux États-Unis. Décembre 2022, l'executive order du président qui a donc mis une pression sur le secteur fédéral, qui a mis une pression parce qu'ils ont besoin de faire leur inventaire sur leurs fournisseurs et ses fournisseurs sur leurs fournisseurs. Donc ça vient en vague. En Europe, ça ne va pas tarder, on pousse aussi parce qu'on aimerait bien avoir des... Alors, l'ANSSI a publié, le BSI en Allemagne aussi, ils ont publié, ils ont donné des recommandations, mais il n'y a pas de pression encore, à mon sens, qui soit aussi forte. Aujourd'hui, tu as surtout le DORA qui va te dire de chiffrer, mais même ça... Mais exactement, et même ça, en fait, on voit que le niveau de maturité n'est même pas encore là. Et par contre, ce qui était intéressant, ce que j'avais vu, c'est qu'en avril, la Commission européenne s'est penchée sur cette question-là, et depuis, a mis en place un groupe de travail. Donc, à mon avis, ça va finir effectivement par devenir une contrainte réglementaire. Et dès l'instant où ça devient une contrainte réglementaire, on aura beaucoup plus d'adoption, comme toujours. Pour beaucoup d'entreprises, en fait, la menace, elle est complètement virtuelle parce que le quantique, ça n'existe pas, etc. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ne se posent même pas la question de comment se préparer, parce que pour eux, il y aura de menaces que quand l'ordinateur quantique sera là. Et en fait, ils ne prennent pas en compte... C'est pas le même cas dans la cybersécurité, ça ne réagit pas que quand on a une cyberattaque. Oui, mais là, c'est un type d'attaque qu'on ne connaît pas encore, qui s'est encore jamais vu. Donc, ils se disent, il y aura quelqu'un qui est sur aller plâtre avant moi, et voilà. Non, mais en fait, il y a très peu d'entreprises qui savent qu'on peut collecter de l'information chiffrée dès maintenant et la casser plus tard. Déjà, ce risque-là, il n'est pas du tout connu
à mon sens, parmi la plupart des clients que j'ai pu voir. Et il ne se pose pas non plus la question de la pérennité de l'information. Il y a très peu d'entreprises aussi qui font des analyses de risque et du recensement, en fait, de quelle information est stratégique à échéance 5, 10, 15 ou 20 ans. Ces questions-là ne se posent pas du tout, même hors de la question quantique, sur quelle taille de clé il faut que je prenne pour que mon information soit secrète pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est des questions que les entreprises ne se posent pas, par manque de sensibilisation. Je voudrais réagir sur 2 points, effectivement. Alors, c'est l'être humain qui est comme ça. C'est-à-dire qu'on prend une alarme chez soi une fois qu'on a été cambriolé, ou quand le voisin a été cambriolé, ou quand un ami a été cambriolé. Et le deuxième point, donc il y a une méconnaissance, et puis il y a aussi peut-être un peu la politique de l'autruche, où bon, ça n'arrivera peut-être jamais, ou ça m'arrivera pas à moi en tout cas. Et donc je te rejoins. Et puis il y a le deuxième point. J'ai oublié le deuxième point, je voulais réagir. Bon, je l'ai loupé. Je vais peut-être le rattraper. Ouais, vas-y. J'ai juste un point par rapport à ça. Déjà, il y a beaucoup de cambriolage, pour reprendre la métaphore en ce moment, et donc les entreprises sont quand même sensibilisées au-delà du quantique. Il y a beaucoup d'autres risques qui planent sur la sécurité des données. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'elles sont quand même aujourd'hui conscientes des risques associés, que le nombre d'articles, sans parler des mots de passe, mais le nombre d'articles, de fuites d'informations qui sont présents dans la presse, il est conséquent, qu'ils vont tous être touchés, que c'est la cible principale, que c'est valorisé, que ça nuit à l'entreprise. Donc c'est vrai par rapport à il y a 10 ans, quand j'ai intégré ForcePoint, on sent quand même une sensibilité, une réception beaucoup plus claire, et surtout, côté client, l'espoir de réussir, qui n'était pas forcément présent jusqu'à un moment, ça paraissait être un peu vaincre l'Everest face nord, et finalement on y arrive au bout, et aujourd'hui on a des outils qui permettent de pouvoir le faire. Et surtout, il y a un rétro-planning à avoir. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est les exemples qu'on a de transition très simples, de SHA-1 à SHA-2, de RSA à l'EpiCurve, qui sont super simples en comparaison, enfin, pour SHA-1 et SHA-2. Et, on peut peut-être redéfinir. Oui, SHA-1, SHA-2, des algorithmes de hachage. Et on a, SHA-1, SHA-1 a été déprécié en 2011, on est encore dedans, pour beaucoup de boîtes. Et c'est juste, je veux dire, c'est une complexité de 1% par rapport à ce qu'on, même moins par rapport à ce à quoi on fait face. Une étude de la Cloud Security Alliance par Robert Grimes a estimé que pour une PME, je ne parle pas d'une grande entreprise, une PME, migrer au post-quantique, ça va prendre 8 à 10 ans. Ah oui. 8 à 10 ans. J'ai un architecte, landscape architecte, donc un architecte applicatif d'une grande banque, donc là on parle de très loin, qui a dit migrer d'ici 2035, c'est irréaliste. Et il pesait ces mots. Il disait c'est irréaliste. Donc on est devant des. Alors on va me dire oui, mais attends, parce qu'on va y aller appli par appli. Très bien, on va prendre les plus sensibles d'abord. C'est normal et c'est ce qu'il faut faire. Mais du coup, tu l'as cette liste, tu te l'as fait un peu cette préparation, tu as fait ton inventaire de là ce que tu vas devoir migrer pour décider que tu vas commencer par celle-ci, la deuxième, la troisième. Alors peut-être que les 10 premières, chaque chef d'entreprise ou DSI le sait plus ou moins, mais il va falloir timer tout cela, le préparer. C'est là qu'ils vont avoir besoin d'aide. C'est ce qu'on apporte d'ailleurs. Moi, je te rejoins complètement parce que sur des sujets technologiques, on pourrait penser que les choses avancent très rapidement, mais par exemple l'IPv6 aussi, ça fait 20 ans. C'est pas faux. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Les textes réglementaires qui donnent l'obligation aux fournisseurs d'accès de délivrer des adresses IPv6, déjà, ils ont pris du temps. Et entre le moment où le texte est voté et réellement où c'est appliqué, on est toujours très en retard. Et dans les entreprises, IPv6, c'est un sujet quasi inexistant, même au bout de 20 ans. Et c'est pareil sur l'IT, notamment au niveau des algorithmes et des clés de sécurité, et d'autant plus même dans le monde industriel, où on a des cycles de remplacement de matériel à 30 ans parfois, et donc on va hériter de tous ces problèmes pendant encore très très longtemps, malheureusement. Alors on a Tanzin qui dit « ça me terrifie un peu ce qu'il raconte ». On a Stéphane qui a une théorie que je regarde. Alors le problème est ailleurs. Depuis quand les équipes chinoises seraient libres de publier publiquement leurs résultats sur le déchiffrement des données? Tous les gouvernements œuvrent activement à utiliser la cryptographie post-quantique pour accéder au Graal de l'intelligence, lire dans les communications de ses ennemis comme de ses alliés. Cette communication relève aussi potentiellement de la désinformation pour nous amener à traiter un sujet qui n'en est pas un. C'est vrai que là on rentre dans le cadre de l'intelligence économique, c'est aussi un moyen quelque part de faire peur, c'est possible. Hein. Je trouve en tout cas la réflexion intéressante. Je voulais rebondir un
petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Ziad, parce que c'était assez intéressant quand tu parlais, et quand je t'ai posé la question par rapport à l'approche hybride et de quoi il s'agissait. Tu as parlé donc de mettre en place une cartographie des risques. De toute façon, c'est ce qu'on doit faire en cybersécurité ou dans d'autres domaines. On est obligé de mettre en place une cartographie des risques. Et je t'ai entendu, tu as parlé notamment des données, donc de la classification des données. Et je voudrais revenir un petit peu dessus, parce que si je comprends bien la théorie du Harvest Now décrit plus tard, c'est on récupère les informations maintenant. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui le dit, il y a Jonathan qui dit, ou alors mais si pas, je vais retrouver, qu'est-ce qui nous protège d'une entreprise qui récupère tout type de documents protégés, comme une espèce d'Internet archivé, pour les décrypter plus tard. Donc c'est un peu ça, on récupère les informations maintenant, on les décrypte plus tard. Donc tu disais tout à l'heure que par rapport aux données, ça va falloir les classifier, c'est ça, donc entre des données extrêmement sensibles et des données un petit peu moins sensibles. Donc j'aimerais qu'on en parle un peu de cette classification des données sensibles pour préparer justement l'arrivée post-quantique. Comment aujourd'hui, notamment, parce que c'est des données énormes en termes de quantité, je pense, vous me dites si j'ai tort ou pas, comment on utilise l'IA, notamment pour aider, j'imagine ? Aujourd'hui, la classification, c'est quelque chose qui est évidemment indispensable, mais jusqu'à présent, on avait des grandes difficultés à pouvoir faire ça de manière efficace sans l'IA, pour une raison relativement simple. Si je vous demande ce que vous déterminez comme ayant le plus de valeur dans votre maison, c'est relativement simple, c'est relativement statique. On parle d'un système d'information, généralement caché au même endroit. Donc, ça fait partie des usages. Donc, on va par rapport à ça, avoir différentes maisons, un système qui est en perpétuelle évolution, c'est-à-dire des objets qu'on retire, qu'on ajoute, qu'on modifie. La valeur dans le temps, c'est ce qui était évoqué aussi tout à l'heure, va être capable de modifier. Donc, ça fait beaucoup de challenges pour être capable de classifier l'information et se reposer sur les utilisateurs. Ça rendait finalement la situation difficile. Aujourd'hui, avec l'IA, on a de nouvelles capacités pour classifier automatiquement les données à travers des algorithmes. Donc, être capable, quelle que soit la typologie de données, quel que soit l'endroit où sont localisées les données, puisque c'est un des grands challenges. Aujourd'hui, les données sont exposées partout dans l'entreprise, dans tous les différents clouds et dans tous les éléments de stockage, y compris les portables personnels. Donc l'idée, c'est d'être capable de classifier automatiquement, d'être capable de le faire de façon vraiment efficace, et donc d'apporter cet outil au profit de l'utilisateur. C'est ça vraiment l'objectif, de lui donner aussi ce pouvoir de pondération. On est vraiment entre la sensibilisation et la dissuasion, donc avoir la capacité à être pédagogique vis-à-vis de lui et à pouvoir aussi avoir son droit de regard par rapport à cette gestion. Quand tu dis classer, tu veux dire labelliser ou étiqueter ou alors, afficher justement, quand on parle de classification, c'est plutôt déterminer la sensibilité du document. Alors, ça peut passer par la labellisation, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Donc après, tout dépend du critère, mais généralement, ça passe souvent par la labellisation, effectivement. Et dans ces cas-là, on peut mettre en place un dispositif de protection qui soit associé, effectivement. Ce sont les IA qui ont été entraînés sur la politique de classification de l'entreprise ? Exactement. Okay. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui puisse aussi s'appliquer dans un contexte international. Donc c'est vraiment l'efficacité opérationnelle qu'on recherche et qui manquait sans les types d'outils IA. Donc une donnée, par exemple, plus sensible qu'une autre, aura une sécurité plus importante. Exactement, de mettre en place un système de protection qui va s'adapter à la sensibilité, qui a été défini par le système et qui va être proposé à l'utilisateur. Alors évidemment, c'est quelque chose qui peut être très personnalisé, très granulaire. Et puis chaque entreprise a sa vérité. Quand on parle de sécurité des données, déjà les données qu'elle possède, c'est toujours différent d'un contexte à un autre. Et la façon dont on va vouloir associer un dispositif de sécurité est toujours aussi très personnalisé. Donc l'idée, c'est que vraiment ce système soit mis à profit de toutes les entreprises et puisse toutes les adresser. Mais je dirais, pour compléter, pour moi, il y a deux types d'inventaire. Il y a l'inventaire des données, effectivement, mais il y a aussi l'inventaire des moyens cryptographiques qu'on a dans l'entreprise. C'est-à-dire quels algorithmes on utilise, quelle taille de clé on utilise et dans quel système, dans quelle application. Et c'est cette matrice croisée, en fait, entre la sensibilité Absolument. Et les moyens cryptographiques qu'on utilise qu'il faut examiner pour ensuite établir un chantier de priorisation. Je dirais même, je pense, alors dans l'entreprise, il va y avoir non seulement les moyens cryptographiques purs que l'entreprise a identifiés comme moyens cryptographiques, des HSM, des KMS, des logiciels de chiffrement, mais il y aura aussi toutes les applications, ou la majorité des applications, quand est-ce qu'elles utilisent un algorithme asymétrique pour signer ou pour encapsuler une clé qui chiffre les données. Et ça, on va vite se rendre compte que c'est beaucoup. Beaucoup, je ne dis pas 100%, mais beaucoup. Et ça va vouloir dire traiter avec mes
tiers, parce que ça va être des applications externes que j'ai acquis. Quand est-ce que ce tiers va me donner cette mise à jour qui est, pour me dire que mon application, elle est quantum safe. En principe, il l'a fait évoluer vers du post-quantique. Et en interne, si c'est Bernard qui a développé ça en 1998, comment je fais pour faire évoluer mon algorithme dans mon application métier? Voilà. Et puis en plus, les algorithmes et donc le niveau de sécurité des communications va pouvoir évoluer selon quel acteur discute avec quel acteur. On peut avoir un système moderne qui est capable de faire du chiffrement moderne, mais s'il discute avec des vieux systèmes, bah, il va fonctionner en mode dégradé et donc apporter une sécurité de la donnée qui va pas être terrible, bien qu'il soit capable de faire beaucoup mieux. Donc il y a aussi la question d'interconnectivité en fait entre les systèmes de niveaux de sécurité différents. C'est le principe d'homogénéité du dispositif de sécurité. C'est vrai que on évoquait tout à l'heure la difficulté, en tout cas aujourd'hui, à pouvoir encore casser ces algorithmes. C'est vrai que la solution la plus simple finalement pour les attaquants, c'est souvent de compromettre l'utilisateur relativement rapidement et de disposer directement de l'accès et de faire fuiter l'information par rapport à ça, ou tout simplement d'utiliser des personnes qui appartiennent au système d'information et qui ont accès à ces données, qui vont pouvoir les exfiltrer vers l'extérieur. Et dans ces cas-là, pas besoin de déchiffrer les données. Alors, justement, je m'étais posé la question tout à l'heure, quand je préparais la question concernant l'IA, je me disais, bon, on a une IA du coup qui potentiellement, de ce que je comprends, fait de la classification, mais est-ce que côté conseil, est-ce que ça ne va pas aussi donner du travail à des consultants? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait, notamment? Non, si, absolument. Après, je pense qu'il faut aussi mettre des limites à ce qu'on attend de l'IA. Ça ne va pas être un produit magique qui va tout faire tout seul, qui va donner une solution sur le plateau. C'est impossible, en fait. C'est impossible. Il y a toujours des risques d'erreur. Il faut entraîner les modèles. Moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ça va faciliter la classification des données. Mais dans tous les cas, il faut forcément quelqu'un derrière la console qui va lui dire quels sont les guidelines à suivre, qui va devoir revoir les résultats, affiner, tuner. Dans tous les cas, il faut aussi, à mon sens, parler aux différents business de l'entreprise pour comprendre finalement comment leur business fonctionne, c'est quoi leur application, qu'est-ce qu'ils veulent protéger. Et ça, l'IA, elle ne peut pas le savoir si on ne lui dit pas. Donc oui, c'est sûr que ça aidera. Mais dans tous les cas, il faudra un humain derrière qui sera en capacité d'apporter une direction pour avoir les résultats escomptés. D'accord. Alors, je voudrais revenir notamment sur NIST, mais première question, qui développe aujourd'hui les solutions de cryptographie post-quantique? Quel est le pays qui a le plus de chercheurs qui sont en train de les développer? Et puis deuxièmement, justement, on a appris en août dernier, donc je vous partage la coupure. On a appris en août dernier qu'aux États-Unis, donc le NIST 2 a publié les premiers standards en matière de post-quantique. De quoi s'agit-il exactement? De cryptographie, pardon. Le NIST, National Institute of Standardization and Technologies, c'est l'organisme de standardisation américain. Et comme on sait depuis longtemps, ce problème, l'algorithme de Peter Shor, c'était 1994. Donc on est conscient de ce problème depuis un moment. On a parlé de la partie factorisation, j'ai expliqué problème mathématique à sens unique. Donc on cherche depuis un moment des nouveaux types de problèmes qui permettent de maintenir la cryptographie asymétrique, mais de plus reposer sur la factorisation. Donc on a pas mal basé sur les réseaux, lattice en anglais, isogénie, hash à base de hachage, de code de correction d'erreurs, etc. On a 6 approches. Les scientifiques ont recensé 6 approches différentes de cryptographie post-quantique. Donc 6 familles qui seraient susceptibles de résister aux ordinateurs quantiques. Et c'est parmi ces 6 familles-là que les chercheurs s'activent. Et le NIST a fait donc un appel à contribution. Un appel à compétition en 2016. Et il y a eu 80 soumissions, ils en ont soumis 69. Il y a eu des rounds, plusieurs rounds. Et ça a été soumis par... le NIST n'a fait que coordonner et évaluer aussi, avec l'aide de tout le monde. Donc c'était vraiment une compétition mondiale. Et on remercie d'ailleurs toutes les entités européennes. On a même remercié le NIST d'avoir pris un peu ce leadership. Est-ce qu'on aurait pu le faire aussi? Mais est-ce que ça n'aurait pas dupliqué? Il y a plein de débats là-dessus. Mais en gros, c'est bien le NIST américain qui a piloté cette compétition, mais les algorithmes venaient d'un peu partout dans le monde. Les 4 qui ont été sélectionnés après le round 3, donc en mi-2022, qui ont été sélectionnés en mi-2022 et ont été standardisés. Il y en a 3 qui ont été standardisés là, le 13 août 2024. Le 4e aura un brouillon. Le 4e, c'est Falcon. Il aura un brouillon d'ici la fin de l'année, a priori. Donc ces 4-là
sont à très forte connotation européenne. Les chercheurs et les cryptographes, parce que c'est des listes de personnes, c'est des personnes qui se sont mis ensemble. C'est pas une société, c'est quelqu'un qui travaille pour telle société et tel chercheur de telle université, et puis il y a une liste. Et donc quand on regarde, c'est très très européen. Donc il n'y a pas de nationalité à l'algo, bien que certains sont très colorés, mais on voit que la coloration de ces algos sont très européens. Donc ça c'est un truc qui est un peu cocorico à l'européenne, dire voilà, on fait sens sur ces aspects-là. Falcon, c'est du Thales. Oui. Co-développé par Thales aussi, français. Et c'est toujours un sujet de recherche actif, même s'il y a quelques candidats qui ont été retenus par le NIS, c'est toujours quelque chose qui foisonne parmi les chercheurs. Et il y a une conférence qui s'appelle PQ Crypto, qui a lieu entre tous les ans et tous les 2 ans, qui change d'endroit géographiquement à chaque édition, et qui regroupe justement les recherches, les dernières recherches sur le sujet, et qui permettent de challenger les idées sur le post-quantique de manière générale, voilà, toujours autour de ces 6 familles. Ce qui est peut-être intéressant de dire, c'est qu'on n'a pas de preuve que ces 6 familles vont être bien résistantes à terme. C'est purement heuristique pour l'instant, basé un peu sur l'expérience qu'on peut avoir. Mais malheureusement, on n'a pas de preuve que ces algorithmes-là, à part pour le chiffrement symétrique, où on peut doubler la taille de clé pour rester hors de portée des attaques, puisqu'on a démontré que l'algorithme qui cassait justement le chiffrement symétrique était optimal, donc il n'allait pas faire plus que diviser par 2 les tailles de clés. Donc, du coup, on a cette preuve-là, mais sur le reste des approches, malheureusement, c'est encore assez heuristique, et on n'est pas à l'abri de découvrir aussi des attaques qui remettent en question ces algorithmes qu'on pouvait penser être résistants. C'est pour ça que les agences cyber européennes ne sont pas les seules, mais surtout européennes, l'ANSSI en France, le BSI en Allemagne, le NCSC en Angleterre, les Hollandais, recommandent une approche hybride donc de transitionner, de ne pas tout de suite remplacer RSA ou courbe elliptique par un algorithme post-quantique en standalone, c'est-à-dire seul, mais de passer par une étape où on fait les deux. C'est-à-dire qu'on prend les clés de chiffrement AES, on les encapsule dans RSA et on les encapsule dans un algorithme post-quantique. C'est-à-dire qu'il faut que tu décapsules 2 fois. Donc tu ne te mets pas à la merci d'un ordinateur normal d'aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore ce recul, comme disait Renaud, sur ces nouveaux algos. On n'a pas encore assez de recul sur la plupart d'entre eux. Donc on pourrait remplacer un problème par un autre plus immédiat. D'où cette approche hybride. Et la signature, même chose, on signe 2 fois et il faut vérifier les 2 signatures. Alors je vous propose... Ça revient à ce que j'expliquais plus tôt sur l'analyse de risque et est-ce que c'est le moment de déployer ce type de solution. Là, ce qu'on est en train de dire sur une approche hybride, qui est quand même recommandée par l'ANSSI, c'est qu'il faut 2 solutions différentes, il faut des équipes qui sont entraînées sur 2 technos différentes, il faut maintenir 2 systèmes différents, il faut gérer les clés dans 2 systèmes différents. Et donc, et même au-delà de ça, d'ailleurs, le post-quantique demande plus de ressources, demande plus de mémoire. Et tu vas forcément avoir besoin d'infrastructures qui sont plus puissantes, donc tout ça se traduit en argent. Donc de manière générale, tu dois avoir beaucoup plus de moyens pour avoir une approche hybride que si tu as juste du post-quantique. Alors justement, on connaît ces nouveaux algos sélectionnés depuis 2 ans, on a testé en laboratoire, tout le monde converge vers... Alors dans la plupart des cas, pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, on a même un gain de performance. En signature, en vérification, en encapsulation, en décapsulation. C'est pas 100%, mais dans certains cas... et je pourrais partager les données avec toi, on n'est pas les seuls, on les a testés en certains environnements, on a des gains de performance à environnement égal et longueur de clé égale. Enfin, résistance, niveau de sûreté égal, c'est pas le même niveau longueur de clé. Mais ce qui est problématique, alors déjà dans certains environnements très contraints, parce que les clés sont plus longues, les longueurs de clé sont plus longues, dans un environnement où il y a très peu de RAM ou peu de CPU, là c'est très problématique. Et il y a un autre problème, c'est que, comme je l'ai dit, en hybride, tu fais 1 plus 1, tu fais les 2. Donc, même si c'est la moitié de la perf, tu fais 100% plus 50, ça fait 150%. Donc, tu vas quand même avoir une perf qui va descendre, ou on va dire une latence qui va augmenter quand tu vas le faire en hybride. Alors, je vous propose, tu vas rajouter un élément rapidement, Renaud ? Oui, pour être très très concret, en fait, il y a déjà des systèmes qui communiquent en post-quantique, et Ziad en a probablement utilisé un aujourd'hui.
puisque Google Chrome intègre déjà depuis 3-4 ans des algorithmes post-quantiques par défaut. Et notamment, il faut aussi la partie serveur, mais Cloudflare aussi implémente la partie serveur. Donc, dès lors qu'on utilise Google Chrome et qu'on va sur un site qui utilise le CDN de Cloudflare, on fait du post-quantique. On ne le sait pas, mais ça, le grand public est déjà post-quantum ready. Évidemment, on est sur un navigateur et un CDN, donc ça reste limité, mais il y a déjà des systèmes qui dialoguent en post-quantique et que monsieur et madame tout le monde utilisent. Et surtout, ce qu'on fait, alors, un autre truc où on fait attention, c'est tout cela nous amène au concept qu'on appelle crypto-agilité. C'est pas de transitionner, se retrouver demain, après dans une autre transition, on le voit, on a fait SHA-1, SHA-2, on a fait DES à triple DES à ES, et on continue à remplacer un par un et à se retrouver toujours dans la même situation. Et en fait, là, on parle de plus en plus, et c'est quelque chose qui est très important, je pense, à passer comme message, c'est de passer à la crypto-agilité, de se rendre en capacité, demain, de rechanger de manière agile. Non seulement parce que ces quatre algos n'ont pas de la même efficacité, il y en a qui ont été sélectionnés pour certaines applications de niche, et parce que le NIST continue la compétition, on n'a qu'un seul algo d'encapsulation, donc si ML-Chem Kyber est cassé demain, on se retrouve dans la même situation pour la confidentialité. Donc il nous en faut un autre, donc il y a un round 4 qui va en ajouter. Il y a une nouvelle compétition pour plus de signatures, parce qu'on n'est pas satisfait des signatures qu'on a à l'heure actuelle, enfin pas totalement. Donc on va avoir non seulement de nouveaux algos qui vont arriver, peut-être, on espère que non, peut-être dans ceux qui ont été sélectionnés, certains qui seront dépréciés. Donc il faut rentrer dans cette crypto-agilité. Et notamment, c'est ce qu'on fait nous, mais ce que font nos compétiteurs aussi, dans nos solutions de KMS, de HSM, dans nos PKI, savoir PKI, c'est de donner dans une seule console au client la capacité de gérer ses clés pré-quantiques, post-quantiques, ses certificats pré-quantiques et post-quantiques, et de passer des uns aux autres en fonction de son appli et en fonction de ses besoins et de l'évolution de la recherche. Donc c'est hyper important pour nous et pour les clients. Alors, je fais une petite pause, notamment pour le public qui nous a potentiellement, pour certains, pour ceux qui nous ont rejoints un peu en retard, et puis pour ceux qui veulent refaire un point sur les grands moments de cette première partie d'émission. Donc, on a 3 messages clés qui en ressortent. Le premier, c'est l'approche des chercheurs chinois qui ont prétendu avoir cassé RSA avec un ordinateur quantique n'est ni nouvelle, ni d'avenir, notamment car D-Wave n'est pas un universel. Deuxième point, très peu d'entreprises se préparent dès maintenant à l'arrivée des ordinateurs quantiques en classifiant les données réellement sensibles, même dans 15 ans. Et le troisième point, la classification des données d'une entreprise est un travail dantesque, mais qui a été grandement simplifié par l'IA. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne notamment sur la question des fuites de données. C'est la grande actualité du moment. Cette année, on en a eu beaucoup, mais surtout des très très grandes entreprises, avec des quantités de données astronomiques. Très récemment, on a eu notamment Free. Quelles sont les principales menaces à l'instant T pour la sécurisation des données des organisations ? Nicolas ? Les menaces en cybersécurité, elles sont croissantes, année après année. On estime que le nombre d'attaques cette année sera supérieur entre 20 et 30% par rapport à 2023. Elles sont croissantes en termes de nombre et elles sont croissantes bien évidemment en termes de complexité et en termes de type d'attaque. On voit donc toutes les attaques classiques aujourd'hui ont encore lieu, que ce soit des ransomware, que ce soit du phishing, avec du phishing qui est de plus en plus personnalisé grâce aux réseaux sociaux. Ça permet aux attaquants de nous connaître et de savoir qu'est-ce qui va être le plus pertinent. On peut citer aussi les attaques de déni de service ou tout ce qui est encryption, bien sûr. On a cité Free, mais il y a aussi un exemple récent en France, c'est Boulanger, qui a été dans la presse. Et ça, ce ne sont que ceux qui sont dans la presse. Il y a tous ceux qui ne sont pas connus et qui ont fait l'objet aussi de vols de fuite de données. D'ailleurs, je voudrais souligner à ce passage-là, à ce propos, que quand on est attaqué, au début on est victime, et très rapidement, on passe au statut coupable. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on doit travailler avec l'ANSSI, on doit travailler avec la CNIL, et on doit se justifier pour voir qu'est-ce qu'on a mis en place, quelles sont les données qui ont été volées, et comment on va résoudre la situation, comment on va communiquer, etc. etc. Donc voilà, le type d'attaque, il est multiple, il augmente. Alors pour moi, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit avant, on est toujours dans le phénomène des gendarmes et des voleurs. La technologie va permettre de plus en plus d'attaques, de plus en plus sophistiquées, mais aussi va nous permettre, et en général, malheureusement, les
Les voleurs ont toujours un peu un temps d'avance, mais la technologie va permettre aussi de mieux se protéger et de rendre tous ces algorithmes de crypto beaucoup plus fiables et beaucoup plus complexes, et donc plus difficiles aussi à déchiffrer. Alors vous avez tout à fait raison, c'est vrai qu'au début, quand on a une fuite de données, on est dans un premier temps la victime en fait des cyberattaquants, mais on se retrouve très rapidement, notamment via les médias ou simplement les clients, à être le coupable. Ce qui est assez terrifiant, ce que vous venez de dire, c'est que c'est vrai que ça peut amener aussi des entreprises à refuser à communiquer si l'information n'a pas été divulguée. Dans le cas de Free, il s'avère que voilà, il y a eu un excès de zèle quand même de la part du hacker qui non seulement a fait une première communication pour dire qu'il avait les données, et quand ils ont voulu démontrer, enfin en tout cas démentir le fait qu'il n'avait pas les IBAN, c'est ça, il est revenu rajouter une couche pour dire si je l'ai. Donc bon, il avait un petit excès de zèle celui-là, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des entreprises, de ce que tu dis Nicolas, qui potentiellement ont eu des vols de données sur lesquels on n'a pas particulièrement d'informations. Donc il y aurait potentiellement plus de données à l'extérieur qu'on ne le pense. T'es pas d'accord, Ziad ? Si, de manière générale, si. Après, je pense que toute entreprise qui est soumise à ce type de scénario sur de la perte de données, en particulier si elle est personnelle, elle doit le déclarer. Donc, alors, moi, je me souviens d'Uber. Il n'y a pas toujours les obligations réglementaires, ça dépend des secteurs d'activité. En fait, il y a des secteurs d'activité plus ou moins réglementés. Et selon les secteurs d'activité, il n'y a pas toujours l'obligation de notifier absolument. Mais ceux qui sont dans la presse, généralement, ceux qui sont dans la presse, évidemment. Voilà, mais c'est les gros, c'est ça ce que je veux dire. On n'a pas forcément l'écho. Parce qu'ils ne traitaient pas des données réglementées et ils ont fait profil bas. Et oui. voilà. Ah, non, mais en fait, c'est ça. Il y a la notification par rapport au régulateur, mais il y a aussi, est-ce que finalement on en parle dans la presse ou pas ? Et en fait, toutes les attaques ne sont pas connues dans la presse. Absolument. Et donc j'aimerais remettre un peu au centre du débat malgré tout l'humain, parce qu'on a beaucoup parlé justement de post-quantique, de technique, mais comment on peut justement éviter ces fuites de données, protéger les données, mais plutôt via l'humain, peut-être la sensibilisation. Comment on remet l'humain au centre de cette question ? Parce que finalement c'est le premier maillon, comme c'est la première défense. Ouais, voilà, l'humain représente le maillon faible. Ou la première défense. Le cerveau humain est fait de telle manière que c'est quand même la manière la plus simple pour l'angle d'attaque par l'humain. D'ailleurs, si on regarde ce qui se passe plutôt à terme privé, tous les faux SMS ou emails que l'on reçoit, en général, on nous demande d'agir vite. On nous demande, ou alors il y a un gain potentiel qui est énorme. Donc sur l'émotionnel. Si je prends, pardon ? C'est sur l'émotionnel en fait. Voilà. Si je prends juste ces deux exemples, c'est les sujets sur lesquels l'attaquant va essayer de jouer. Et en plus, je l'ai déjà dit tout à l'heure, grâce aux réseaux sociaux, l'attaque va être, ou le mail va être de plus en plus personnalisé, voire à un moment donné va devenir presque unique, et donc de plus en plus difficile à contrer pour notre cerveau. Et si en plus ça vient d'une autorité, par exemple, c'est votre PDG ou c'est votre banque, et donc va essayer de forcer à agir, l'humain à agir en cliquant là où il ne faut pas, etc. Alors maintenant, comment on contre ça ? Il y a d'abord, par rapport à l'humain, il y a tout ce qui est sensibilisation, on en a parlé, tout ce qui est formation. Je pense qu'aussi, à travers des sociétés comme Deloitte, on peut mettre en place des tests, c'est-à-dire envoyer en interne, par exemple, c'est juste pour citer un exemple, des emails qui sont faux, qui ne sont pas dangereux, mais pour voir quel est le pourcentage des employés qui va cliquer sur mail et donc mettre en place des plans d'action derrière. Et puis, il faut, si on se base là sur la technologie, il faut de plus en plus mettre en place des solutions de type Zero Trust qui font qu'on ne croit, on ne fait confiance en rien, ni à l'humain, ni à la technique, et on en a parlé à travers vos exemples, c'est en multipliant les facteurs, les checks, qu'on va diminuer le risque, en n'oubliant jamais malheureusement que le risque zéro n'existe pas. Absolument. Après, il y a un autre sujet, c'est vraiment le sujet de l'exposition des données, à savoir que si on essaye de compromettre un utilisateur en le faisant cliquer
sur un lien, ce qui est généralement le cas le plus classique, et que généralement on essaye de le presser, on va profiter de ces accès, donc des données auxquelles il accède. Donc se pose toujours la question, qui n'est pas forcément bien traitée tout le temps, de à quoi a accès un utilisateur au sein de l'entreprise. Alors généralement, on va cibler des populations à privilèges, mais même ces populations à privilèges ne sont pas destinées à avoir accès à toutes les données de l'entreprise. Donc participer à un principe de segmentation et de contrôle de l'exposition des données permet de limiter en tout cas l'impact quand il y a une compromission d'utilisateur. Exactement. Et donc l'objectif, c'est vraiment de diminuer ce risque. Et pour diminuer ce risque, effectivement, c'est les solutions dont on parle, c'est à la fois travailler sur la technologie, mais aussi travailler sur l'humain et comment il réagit, et le sensibiliser, le former, sachant que c'est quelque chose qui doit être continu, qui ne doit jamais s'arrêter. Et justement, ça me fait penser, tout ce que tu dis, le Zero Trust, vérifier les identités, tout cela repose de plus en plus pour être solide sur de la cryptographie asymétrique, et donc d'où l'intérêt de transitionner à la cryptographie post-quantique pour que ça reste solide, pour que ces technologies qu'on améliore au service de l'humain et pour réduire les risques de phishing ou de fuite de données, qu'on les fortifie, qu'on ne les perde pas. N'oublions pas aussi un dernier point, c'est que vous allez aussi avoir un certain nombre de cas où l'humain est responsable de manière intentionnelle. C'est-à-dire que vous avez des personnes, ce qu'on appelle en anglais leavers, donc les personnes qui partent de l'entreprise, qui vont, alors soit ils partent contents ou des fois pas contents, donc certains pas contents vont peut-être vouloir nuire à l'entreprise, donc c'est là où la technologie vraiment doit jouer tout son rôle, parce que là pour le coup on est sur un humain qui veut faire du mal à l'entreprise, soit en volant des données ou soit en récupérant des données en se disant elles vont me servir dans mon futur métier ou un jour, où je vais peut-être pouvoir les revendre. Et puis vous avez aussi l'humain qui, sans s'en rendre compte, va faire des erreurs. J'avais posé justement, j'avais mis en place un sondage sur cette question-là des personnes qui partent et qui partent potentiellement pas très contents, comme vous le dites, et donc qui souhaitent repartir avec des informations. J'avais posé la question en demandant si l'un de vos collègues se fait licencier, est-ce que vous faites confiance à ce collègue pour ne pas partir avec des informations potentiellement confidentielles? Je crois que pour le coup, on était sur du 1500, 1600 votants. On parle quand même d'un écosystème constitué de personnes en cybersécurité avec presque 80% de personnes qui vous disent non, je n'ai pas confiance. Donc ça donne bien une idée. Je pense qu'en cybersécurité, moi j'avais un ami à moi qui est en cybersécurité qui avait un jour donné cette phrase que je trouvais très bien, il faut être un paranoïaque pragmatique. Oui. Je trouvais ça sympa. La confiance n'exclue pas le contrôle. Le sujet aussi, c'est que la technologie permet aussi de se prémunir de ce cas d'école. À partir du moment où, par exemple, quelqu'un a remis sa démission, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Il y a des mécanismes automatiques qui doivent se mettre en place pour lui diminuer ses accès, lui diminuer ses autorisations. Absolument. Même au-delà de ça, au-delà de ces mécanismes-là, il y a aussi, dans toutes les solutions de DLP aujourd'hui, capacité de mettre des seuils. Donc on peut savoir quel est le volume de données qui a été exfiltré. On peut savoir si c'est des données sensibles, si elles ont été classifiées bien entendu en amont. Et ça permet aussi de lever des alertes le cas échéant si jamais on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Absolument, sur des technologies d'analyse comportementale par exemple. Voilà. Il a donné sa démission. Il a un comportement qui est inhabituel en essayant par exemple de downloader sur son ordinateur ou sur une clé USB ou peu importe une quantité importante de données. Bon, automatiquement, le risque qu'il soit en train de faire quelque chose qu'il n'a pas le droit est très élevé. Oui, il y a deux choses. Il y a l'analyse comportementale pour la baseline pour détecter des comportements inhabituels et il y a la détection de comportements qui ressemblent à des comportements malicieux. Donc c'est deux notions différentes et c'est deux technos d'IA un peu très reliés, mais qui, on en parlait tout à l'heure, qui nous aident à améliorer la détection dans ces cas-là. Il faut peut-être dire de manière très honnête, je ne vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais que le DLP c'est quand même plutôt efficace pour des fuites involontaires de données que pour des fuites volontaires. Quelqu'un de déterminé, il peut contourner un système de DLP assez simplement. On va plutôt éviter des fuites involontaires de type on envoie un mail à la mauvaise personne avec un fichier joint par un système de DLP et pas pour quelqu'un de vraiment déterminé. C'est pour ça que le comportement utilisateur va permettre justement de faire évoluer
cette protection en y apportant un contexte. Tout à l'heure, on m'a pris mon téléphone. Alors, je n'étais pas du tout dans le principe de Zero Trust, parce qu'il est parti tout seul. Mais après, la question, c'est finalement, si quelqu'un prend mon téléphone, est-ce qu'il va me le rendre? Est-ce qu'il a sur lui, mais qu'il va partir par derrière? On ne sait pas trop. Et c'est vrai que, comme l'évoquait Nicolas tout à l'heure, le contexte, c'est-à-dire la façon dont ça a été fait, la baseline que tu évoquais tout à l'heure, mais aussi la nécessité, les signaux faibles, l'intentionnalité finalement de l'action. Et c'est ça qui, jusqu'à il y a encore quelques années, faisait que la DLP était plus une protection contre la fuite d'informations volontaire et qu'associé au comportement utilisateur, on est capable de faire une protection plus proactive. Il y a 73% de mémoire, c'est une statistique qu'on avait partagée récemment, des personnes qui admettent, alors c'est uniquement déclaratif, partir avec des données de la société lorsqu'elle démissionne. Et généralement, cette exfiltration de l'information a lieu évidemment avant la démission. C'est l'idée. Ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est dans le cadre de licenciement des personnes qui se retournent un peu contre la société. Alors, on avait vu à Singapour des destructions, mais il y a aussi des choses un petit peu plus moins visibles, donc du vol de données pour tout simplement impacter l'image de l'entreprise. Et c'est là où le comportement utilisateur, donc la baseline, mais aussi le contexte de l'action, va permettre d'avoir des informations pour vraiment apporter ce contexte et être beaucoup plus chirurgical dans la protection qu'on va mettre en place. En clair, si on fait cette action à 5 heures du matin, alors que ça correspond à aucune action qu'on a pu faire par le passé, et que c'est quelque chose qu'on fait à répétition, donc on rend compte que l'intentionnalité, donc on va adapter la politique en fonction. Et on a parlé beaucoup d'utilisateurs, et on n'a même pas encore touché les administrateurs à privilèges qui ont beaucoup plus accès, beaucoup plus de compétences et d'autres outils et qui peuvent faire bien plus de dégâts. Et des postes infectés qui finalement font des actions pour les utilisateurs, mais ne sont pas les utilisateurs eux-mêmes. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être capable de préciser toutes ces actions-là, effectivement. Ça doit rentrer dans la politique Zero Trust. Alors, on doit faire confiance à personne. Vous avez l'exemple, alors je ne peux pas citer la société, mais d'un administrateur de sauvegarde pardon, qui s'est fait licencier et qui a décidé de mettre à zéro la rétention des données. Donc le lendemain, toutes les données ont été effacées par le système. Mais je suis d'accord avec toi, Renaud, quand tu disais « je ne vais pas me faire des amis », mais moi, on est vraiment sur la réduction du risque. Et le risque zéro n'existe pas. Si quelqu'un veut vraiment voler des données auxquelles il a accès, d'où l'intérêt de surveiller aussi l'exposition des données. S'il a accès à des données, il suffit de prendre un calepin puis de tout recopier. Parce que même si on protège la prise de photos, ça c'est possible, mais il suffit de recopier. Donc à la fin, on est vraiment sur la réduction. Les solutions de DLP soient vues comme le rempart technologique à toutes les fuites de données. C'est un outil qui doit être dans la boîte à outils, qui est réduction de risque, qui réduit un peu. Enfin, réduction de risque, mais comme tous les autres outils dans le monde de la cyber. Et nous, on fait des tests d'exfiltration et on arrive dans plus de 90% des cas à sortir les données volontairement. Donc ça fonctionne bien pour les fuites involontaires, encore une fois. Alors, j'envoie un mail à une mauvaise personne avec la mauvaise pièce jointe. Voilà. Je suis complètement d'accord. Par contre, je pense que l'outil participe aussi à la sensibilisation. C'est-à-dire que même quelqu'un de mal intentionné, il essaye de commencer à faire des trucs un peu inhabituels ou pas normaux. S'il commence à avoir des alertes, il va se dire « Ah, c'est surveillé », ça va peut-être le décourager quand même. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a eu l'effet caméra dans le déploiement de DLP? Est-ce que, je sais qu'il y a... Est-ce que ça aide d'avoir une communication d'entreprise? On déploie ça, vous êtes surveillé, et donc du coup, ça réduit, pas techniquement, mais psychologiquement, les exfiltrations. C'est une question. Moi, je peux avoir peut-être un début de réponse, parce que j'avais fait une émission sur les fuites de données qui était suivie par, pour le coup, une personne que je connais, mais qui n'est pas dans la cybersécurité, qui est avocat en droit du travail. Et donc, à la suite de cette émission-là, on prend un café et il me dit d'ailleurs, tu sais, vous aviez tout à fait raison, moi, dès qu'un client vient me voir et qui me dit qu'il pense qu'il va se faire licencier, en tant qu'avocat en droit du travail, le premier conseil que je demande, c'est tu télécharges tout. Oui. Tu prends ton ordinateur, tu télécharges tous les mails, tous les rendez-vous, tout ce que tu peux trouver. Et donc, la première question qu'il pose, pour revenir à ce que tu disais, c'est de demander est-ce que vous avez déjà reçu un mail qui vous indique ce que vous pouvez ou ne pouvez pas télécharger? Est-ce qu'en gros, vous avez une sécurité qui va se déclencher? Parce que le tout, c'est de télécharger, mais sans indiquer à l'employé qu'on est en train de récupérer des infos. Parce que dans le cas où l'employé se rende compte que tu es en train de récupérer des infos, s'il décide de partir au prud'homme, en tout cas, puisque c'est pour ça, je pense qu'il prend un avocat, ça peut se retourner contre lui. Donc, c'est vrai qu'il y a l'effet un peu dissuasif, puisqu'il lui pose la question de savoir est-ce qu'il y a eu déjà des informations concernant ça qui lui ont été données. Si c'est le cas, il lui conseille de prendre des screens et pas de télécharger des documents en masse. Si c'est pas le cas, il lui dit qu'il est effectivement possible de télécharger tout. Je suis pas avocat, mais
Je pense que si la personne ne prend des données uniquement pour se défendre, expliquer qu'elle a bien fait son travail, c'est pas la même chose que si elle prend des données pour les voler, pour s'en servir après. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça peut être ça le début, et puis après on les utilise plus tard. Ou même, imaginez, enfin moi j'imagine le pire, mais vous prenez des informations simplement pour vous défendre, vous les laissez quelque part, et un jour ces informations sont retrouvées par X ou Y personne qui pour le coup a des intentions beaucoup plus malveillantes. Ouais, les données, ça reste des données. Donc aujourd'hui, je sais que chez nous, on a ça dans le contrat de travail. Donc ça fait partie de politique d'entreprise en fait. Voilà. Donc dès l'instant où c'est dans ton contrat de travail que tu ne le respectes pas, peu importe ton intention, tu vas avoir du mal à te défendre avec ça. Ça se défend moi, mais non. Maintenant je reviens sur ce qui avait été dit sur l'exfiltration de données par rapport au DLP. Je suis d'accord que c'est pas de toute façon, la cybersécurité, c'est la défense en profondeur, c'est plusieurs stacks de sécurité qui s'additionnent. Maintenant, ce qui se passe aussi très souvent, en tout cas c'est ce qu'on voit chez nos clients, c'est que les solutions elles sont aussi mal configurées. Elles sont mal configurées et les cas d'usage, les policies qu'on veut mettre en place, qui sont très spécifiques à des scénarios de risque, en fait ils sont inexistants. On a des playbooks qui sont là par défaut et qui ne sont pas customisés. Et donc forcément, c'est beaucoup plus simple de bypasser un DLP. Et le dernier élément, c'est que tu as ton profil aussi, ton profil d'attaquant. Si c'est un utilisateur interne qui va se faire licencier, etc., il n'a très probablement pas les mêmes compétences qu'un attaquant déterminé qui est là pour récupérer des données depuis l'extérieur et qui, lui, comprend c'est quoi les mécanismes de défense qui pourraient être là parce qu'il a fait de la reconnaissance et qui, lui, effectivement, au lieu de tout télécharger d'un coup, ça va prendre des mois peut-être, mais il va prendre petit à petit, il va savoir ce qui est en place et là, effectivement, ça sera quand même plus difficile de l'empêcher d'exfiltrer de la donnée que pour un utilisateur qui est en train de se faire licencier, qui n'a pas forcément les mêmes compétences. Tout à fait. Alors, puisqu'on est sur la thématique justement des fuites de données, comment aujourd'hui on peut mettre une politique de protection des données qui doit se baser sur l'analyse comportementale des utilisateurs? Déjà, est-ce que c'est possible? Et surtout, comment on est capable aujourd'hui de mettre une analyse comme ça dans une organisation? Alors oui, c'est quelque chose qui est aujourd'hui tout à fait possible. C'est vraiment une extension de la sécurité des données traditionnelles qu'on évoquait tout à l'heure, qui était vraiment plus focalisée sur la protection contre la fuite d'informations involontaires. Là, l'objectif, c'est vraiment encore une fois, se concentrer sur la détection des comportements anormaux, donc qui est complètement agnostique par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir est-ce que c'est une fuite d'informations volontaire, est-ce que c'est une fuite d'informations involontaire, est-ce que c'est un vol de données, est-ce que c'est tout simplement un ransomware qui lui-même va voler de la donnée, rançonner dans un premier temps, puis voler de la donnée après pour pouvoir être monnayé 2 fois. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans ces écarts de comportement pour pouvoir appliquer après des politiques de protection qui soient associées. Et donc, si on voit des écarts anormaux à répétition, on est capable de mettre ce contexte et donc d'adapter la politique qui va se faire automatiquement et qui va se mettre à bloquer ce qu'elle ne bloquait pas initialement, parce qu'on se rend compte que là, on est vraiment dans une intentionnalité. Peu importe, encore une fois, la réalité technique derrière de ce qui s'y passe, ce qu'on sait, c'est qu'on est vraiment sur une fuite d'information qui a été détectée. Donc l'idée, c'est vraiment de ne plus être justement tiraillé ou préoccupé par l'altération de l'expérience utilisateur, parce que c'est beaucoup ça, hein, dans l'exploitation de la DLP, c'est finalement... on a peur de recevoir un peu trop d'appels au support et d'avoir des politiques de protection qui ne soient pas adaptées par rapport au contexte qu'on essaie de protéger. Donc là, l'idée vraiment avec le comportement utilisateur et cette détection-là, c'est vraiment d'avoir une protection qui va être complètement adaptée au contexte des clients. Et on revient, ça refait un lien avec les déploiements Zero Trust dont parlait Nicolas. C'est de la capacité aussi d'adapter en fonction de ces signaux et de ces déviations de comportement. Tu peux augmenter, par exemple, sur nos solutions d'IAM, ce qu'on fait, c'est qu'on peut permettre au RSSI de configurer cela pour, si ça dévie un petit peu, donc c'est pas rouge mais orange, de faire ce qu'on appelle un step-up authentication, donc dire je vais challenger, ou je vais demander à l'utilisateur, dans ce cas-là, de faire de la biométrie ou d'utiliser un autre facteur, pour bien vérifier que c'est lui, et en temps normal, être un peu plus permissif en fonction de la politique. Complètement, et nous, on est vraiment dans une logique d'interagir aussi avec l'écosystème, hein, puisque c'est vraiment un écosystème qui va permettre de protéger, et c'est un cycle d'amélioration continue. Donc l'idée, c'est vraiment, par rapport à ce que tu disais, donc de pouvoir interagir avec aussi tout l'écosystème qu'il y a autour, et donc de ne pas être centré uniquement sur soi-même, parce que ça ne peut pas fonctionner, et puis aussi l'idée, c'est vraiment d'être capable de pouvoir évoluer dans le temps
de jamais être restreint par les capacités du moment. On le voit de plus en plus, cette intégration entre toutes les solutions de cyber et le SOC du client. Exactement. Et le truc, c'est de dire, voilà, par exemple, dans ce cas-là, c'est Orange, on fait un Set Web Application, Authentication, on envoie une alerte au SOC, on commence à analyser l'incident. En parallèle, on a réduit les droits on peut, potentiellement, ça peut être un et ou, on peut réduire les droits de l'utilisateur, soit horizontalement, verticalement, lui donner accès qu'aux applications non sensibles, ou lui donner accès qu'en lecture. Et ça, c'est des choses qui sont configurables maintenant dans les approches Zero Trust, quand il y a une belle intégration entre la solution d'accès réseau, le DLP, l'IAM, les solutions de chiffrement et le reste de l'environnement informatique, de stockage, etc. Alors malheureusement, on arrive à la fin de cette émission, mais je voulais juste récupérer une des questions qui a été posée à distance. Malheureusement, je n'ai pas pu toutes les poser. Donc Alain qui demande, les sondages montrent qu'uniquement 50% des entreprises chiffrent leurs données stockées. Pourquoi? Est-ce que c'est le coût, la peur de la perte des clés, la lenteur du chiffrement, déchiffrement en cas d'urgence? Voilà, est-ce que vous avez des informations sur ça? Des hypothèses. Oui, des hypothèses, bien sûr. C'est trop simple. Le besoin d'exploiter les données, simplement, fait que généralement, les données ne sont pas chiffrées, parce que dès lors qu'elles sont chiffrées, elles sont beaucoup plus difficiles à exploiter. Donc c'est ce qu'il disait, c'est le fait de chiffrer, déchiffrer, ouais. Donc c'est par simplicité finalement. Il y a ça, il y a parfois un peu d'impact. Il y a la complicité de bien le faire. Il y a la peur de perdre les clés. Il y a peur. Donc ça amène... C'est une peur légitime, mais on sait faire bien maintenant, très bien. On amène les outils d'ailleurs, aident maintenant à le faire bien, à rendre les choses simples. Mais il y a encore cette dette. On reste sur le trauma qu'on a eu il y a 15 ans, 20 ans. Il y a donc un peu ce frein et cette dette, dire ça ne marche pas. Moi j'ai vu en 2010 un client dire ne me mets pas de scan de vulnérabilité. Quoi? Et en creusant, parce que 15 ans avant, enfin 10 ans avant, dans les débuts, ils avaient testé le truc, et un de leurs gars a lancé un scan à l'aveugle sur le truc, il a fait tomber plein de trucs. Depuis, c'est un trauma dans la boîte. Ouais. Et donc, voilà, pour revenir au changement, ça peut être aussi cet héritage traumatique qui peut freiner le déploiement tant que les personnes qui ont vécu ce trauma sont encore là et décideurs. C'est un peu ça. Et aussi, on parle du gap de compétences en cyber. Enfin, imaginez en cryptographie, des gens qui savent implémenter cela correctement. Le gap est encore pire, enfin, encore plus grand. Parfait, écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci également aux personnes qui étaient à distance. Vous étiez nombreux, j'ai pu lire certains de vos commentaires, j'ai lu également certaines de vos questions. Malheureusement, je n'ai pas pu toutes les poser. Mais en tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette heure et quelques d'ailleurs d'échanges. Merci également aux intervenants d'avoir répondu à nos questions et aux vôtres. Ce soir, on est en partenariat avec Forcepoint qui vous met d'ailleurs à disposition un livre blanc sur la thématique de ce soir pour ceux qui souhaitent la recevoir. N'hésitez pas à nous envoyer un email. Sinon, je vous dis à très bientôt pour notre prochaine émission Risque Intel Média.